Chacun doit rester à sa place. C'est en substance ce qu'a dit François Hollande en Conseil des ministres ce matin à l'Élysée. Vous le savez, on a frôlé la crise institutionnelle en début de semaine puisque Manuel Valls menaçait de se présenter contre François Hollande. Finalement, tout est rentré dans l'ordre, en tout cas officiellement lundi. Le couple exécutif se retrouvait ce matin donc pour ce fameux Conseil des ministres. On en parle avec Olivia Grégoire. Bonjour. Bonjour. Communicante, directrice du cabinet de stratégie d'influence Olicard. Alexis Bachelet est également avec nous. Bonjour. Porte-parole de Benoît Hamon, député socialiste des Hauts-de-Seine. Et Jean-Sébastien Ferjou, bonjour. Bonjour. On le rappelle, cofondateur et directeur de la publication d'Atlantico. Ce Conseil des ministres, alors on va le commenter ensemble. D'abord, je voulais que vous regardiez cette image et vous la commentiez pour nous. C'était à la fin du Conseil des ministres et comme à chaque fois, tout le monde se quitte sur le perron de l'Élysée. Regardez. Ça dure longtemps, plus longtemps que d'habitude. Voilà, le président de la République et son Premier ministre. Madame El Khomri. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être Olivia. Au plan de la communication, c'est une image intéressante. On vient de le voir là, c'est peut-être pas très visible à l'antenne, mais ce temps a été très long. La posture, poignée de main, c'est compté en minutes. C'est long, les minutes. Évidemment, c'est une volonté du président de la République d'afficher, en tout cas en termes d'image, une tentative de remettre de l'ordre dans la cacophonie actuelle. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en com, les images sont importantes. Peuvent-elles remplacer les mots ? Je ne sais pas, elles sont souvent... Voir les actes. Je n'osais le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, l'image aura du mal dans les prochains jours et semaines, je pense, à cacher la réalité de la majorité. Alors, encore une fois, restons pas dans les jugements de valeur. Elle est intéressante. Comment aurait-il pu faire autrement que de sortir du Conseil des ministres en faisant cette tentative d'affichage d'une image d'apaisement ? Bon. C'est vrai que quand on écoute, est-ce qu'il s'est dit avant, est-ce qu'il s'est dit après, est-ce qu'il se dira encore dans les jours qui viennent, et les prises de parole des différents leaders de la gauche ces dernières semaines, évidemment on en doute, on est sceptique, et sans faire de référence le poids des mots, le choc des photos, mais l'image ne remplace pas la réalité, même si c'est ce qu'on appelle une belle mise en scène de communication. Alexis Bachelet, une belle mise en scène ? Ça, c'est à vous de le dire. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est des images quand même habituelles. On est habitué à la fin du Conseil des ministres à avoir ce type d'image, la sortie du gouvernement du Palais de l'Élysée. Mais c'est vrai que dans le contexte des dernières déclarations, et notamment celle du Premier ministre, ces images ont peut-être vocation à être diffusées, analysées comme vous venez de le faire, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui une rivalité qui s'est installée au sommet de l'État. Et cette rivalité, elle a pris une tournure incandescente avec les déclarations du Premier ministre. Et ce n'est pas d'ailleurs les déclarations uniquement du journal du dimanche, c'est des déclarations depuis plusieurs semaines. Moi-même, au sein du groupe parlementaire, je l'ai dit à des journalistes, depuis plusieurs semaines, le Premier ministre fait des déclarations enflammées pour faire comprendre aux parlementaires que nous sommes, au cas où, évidemment, nous n'aurions pas compris, qu'il était prêt, qu'il était volontaire, qu'il était engagé au service de son pays, de la gauche, mais pas que pour dans 6 mois, dès maintenant. Et je pense qu'il a cherché aussi à déclencher des ralliements ou un mouvement. Et c'est vrai que je pense qu'il s'est agacé, et c'est sans doute ce que révèle notamment l'interview au journal du dimanche, de ne pas recevoir le soutien, les déclarations d'amour attendues en faveur de sa possible candidature. Et donc il essaye en fait de brusquer un petit peu les événements, d'où les tensions. Et d'où le recadrage présidentiel, parce qu'évidemment, à partir d'un certain seuil, je dirais, de déclaration, ça devient un petit peu inconvenant et incongru. Oui, vous avez parlé du recadrage. Effectivement, on en sait un peu plus toujours grâce à la conférence de presse du porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Et écoutez, effectivement, il y a bien eu un recadrage. L'État, quelles que soient les périodes et quels que soient les moments, doit être dirigé. C'est le cas, et donc il a rappelé que tout le monde devait être à son poste. Le Premier ministre a repris derrière en indiquant qu'il faudrait maintenant à la fois défendre le bilan, que l'État
été dirigé en cohésion et en cohérence. Jean-Sébastien Ferjou, on imagine que ça devait être passablement tendu, non ? Oui, mais je veux dire, rien que le fait d'avoir à dire l'État est dirigé, quand on est le pouvoir exécutif, c'est un aveu de faiblesse extraordinaire. Extraordinaire, cette phrase-là est même délirante, parce qu'on ne le dit pas, on le montre, on le prouve, on gouverne, on n'est pas en train de dire « mais si, regardez, nous sommes en train de gouverner ». Donc la crise institutionnelle, on ne l'a pas frôlée, on est dans la crise institutionnelle. Parce que les images, on peut les commenter longtemps, nous on les regarde, mais combien y aura-t-il de Français qui vont vraiment les regarder, ces images de sortie de l'Élysée ? Ce qui compte, c'est que François Hollande est incapable de prendre une décision. Et Manuel Valls aussi, manifestement. Si Manuel Valls doit être candidat, qu'il démissionne et qu'il annonce sa candidature. Si François Hollande ne veut pas qu'il le soit, ou s'il considère que la candidature lui revient, qu'il vire Manuel Valls, puisque manifestement Manuel Valls a très envie d'être candidat à sa place. La réalité, elle s'arrête là. Et j'ai envie de vous dire, on voit toute l'ambiguïté de François Hollande là-dedans. François Hollande, c'est le plus grand tueur en série de l'histoire de la Ve République. C'est le tueur à l'édredon, mais il ne tue pas ouvertement. Il tue justement... Donc il tue ses adversaires, vous voulez dire l'édredon, en les étouffant lentement. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec Manuel Valls, plutôt que d'assumer... Qu'a-t-il encore à perdre ? On nous dit, mais non, parce que c'est trop dangereux, Manuel Valls dehors, il devient dangereux. Mais qu'a encore à perdre François Hollande quand on regarde les sondages ? Franchement, est-ce qu'il peut trouver du pétrole en tombant en dessous de zéro de taux de satisfaction ? Donc il ne pourrait que gagner, à mon sens en tout cas, en faisant enfin un peu acte d'autorité. Et au-delà de ça, ça montre ce qu'est François Hollande en tant qu'homme d'État, ou plus exactement en tant que non-homme d'État. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est excellent dans la tactique, mais qui n'a aucune stratégie. La tactique, vous savez, c'est quand vous savez vous sortir d'un mauvais pas à court terme. Donc ça, François Hollande, il est très bon. Et c'est là où c'est un tueur en série, parce qu'à chaque fois qu'il y a des petits épisodes, que ça a été au Parti Socialiste ou que ce soit depuis qu'il est à l'Élysée, on voit bien qu'à chaque fois, il est celui qui tire son épingle du jeu. Mais sur un épisode qui dure 3 jours, mais quand vous faites ça à force, vous avez effectivement tué tous les autres dans des épisodes tacticiens, mais sans aucune stratégie, c'est un champ de ruines autour de vous, un champ de ruines autour de vous. Et la gauche est en ruine, il faut quand même regarder. On continue de manière totalement artificielle à considérer que l'opposition dans ce pays, elle est entre la droite et la gauche, ou en tout cas la gauche de gouvernement, la gauche du Parti Socialiste. Enfin, toutes les enquêtes d'opinion nous montrent que, quel que soit le candidat, ils sont en 5e position. Et les urnes ont parlé, les régionales l'ont montré, les départementales l'ont montré. L'opposition dans ce pays, c'est le front... Enfin, le duel, il est entre la droite et le Front National. On verra avec notre sondage tout à l'heure, effectivement. Mais Alexis Bachelet, c'est intéressant que vous répondiez à ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? La gauche est en ruine. C'est assez incontestable, visiblement. En tout cas, la gauche, elle est éparpillée. Et là où votre raisonnement est limité, y compris à la lecture des sondages, c'est que le Front National est autour de 25%, ce qui lui permet, dans l'état d'éparpillement, d'être la deuxième force politique, donc d'être au second tour de l'élection présidentielle. Mais c'est aussi lié à l'éparpillement et à la division, à la fragmentation même, de la gauche, que cette réalité est possible. Si on avait clairement un candidat qui rassemblait la gauche, il serait, à n'en pas douter, au second tour de l'élection présidentielle. Non, mais tout est dans le si, mais comme on voit bien que le si est tellement virtuel que plus personne n'y croit. Et donc après, la question, c'est qui est en capacité aujourd'hui de reconstruire du rassemblement. À l'évidence, tout le monde, y compris au sein du Parti Socialiste, doute que le président de la République soit l'homme de la situation. Voilà, c'est ça la réalité. Et quand je dis tout le monde, j'inclus le Premier ministre. C'est-à-dire que même le Premier ministre, au fond, il essaye de justifier sa candidature en disant moi, candidat, je serais plus capable que moi, président, de rassembler la gauche. Au niveau de l'image, c'est désastreux. À mon avis, n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, lui, il le croit. Mais c'est désastreux. Mais que Jean-Christophe Cambadélis saille le dire et qu'il dise de toute façon, en aucune manière, le Parti Socialiste ne soutiendra François Hollande. Et il n'aura pas de majorité législative le cas échéant, parce qu'il y aurait aux législatives qui suivraient la présidentielle des députés qui se présenteraient en dehors de sa majorité. Mais comme ils ne le font pas, parce que précisément toute l'ambiguïté de la gauche ou la faiblesse de la gauche, c'est que personne n'est capable d'aller au bout de sa logique, mais qu'il y en ait au moins un qui aille au bout de sa logique. Le bout de la logique pour nous aujourd'hui, c'est la primaire. C'est-à-dire qu'il y a une logique de fragmentation qui est à l'œuvre. La primaire permettrait quand même soit de relégitimer le président de la République s'il est candidat, soit de faire émerger un autre candidat pour nous représenter au moment de l'élection présidentielle. Face aux déjà 6 candidats à la présidentielle. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À un moment donné, la primaire, elle pouvait être ouverte
aux écologistes, par exemple. M. Jadot aurait très bien pu y participer. M. Macron, qui était au gouvernement il n'y a pas si longtemps que ça, pouvait y être. C'est le même ordre que les si. On est d'accord avec vous dans un raisonnement théorique. Le constat, qu'est-ce que vous dites ? Après, il y a des responsabilités. Les responsabilités de cette situation, elles sont partagées, mais elles sont aussi à faire porter à ceux qui, effectivement, ne veulent pas participer à un processus qui serait rassembleur et qui permettrait de faire émerger une personnalité au lieu d'en avoir 5. Voilà. Olivia Grégoire. Parce qu'à 5, le résultat, et là, il n'y a aucun doute, il est quasiment connu d'avance. Oui. Olivia Grégoire. Je reprendrai juste ce qu'a dit Jean-Sébastien il y a 2 minutes, et c'est ce que disait, je crois, Joseph Massescaron ce matin sur votre antenne. Faut revoir aussi le contexte. On est quand même toujours en état d'urgence. Je sais que ça fait plus partie des priorités actuelles, semble-t-il, mais il a eu ce mot un peu difficile, Joseph Massescaron, ce matin. Est-ce qu'on n'est pas en état d'indigence politique ? On a vraiment le sentiment de voir aujourd'hui le congrès de Rennes d'il y a quelques années se reproduire au plus haut niveau de l'État, alors même que les Français ne sont pas exactement dans le même état d'esprit, que l'opinion est un peu exaspérée, et on voit d'ailleurs une forte dispersion entre le point de vue des élites, d'un certain nombre de médias, point de vue sondagier et la réalité des faits et des urnes. Pour revenir à ce que vous disiez, Monsieur Bachelet, et juste sur le sujet de la com, je pense qu'il y a beaucoup de multiples responsables dans cette cacophonie actuelle, et je pense on dit souvent, et on connaît un peu les médias, qu'il n'y a pas de petite prise de parole médiatiquement. Pour avoir eu le plaisir de relire un peu les dernières prises de parole de la personne dont vous êtes le porte-parole, en l'occurrence Benoît Hamon, je pense que c'est un peu facile aussi de donner le sentiment que ça n'est que l'exécutif actuel et que ceux qui ne se prêtent pas au jeu de la primaire ou ceux qui se prêtent à la primaire de Hamon à Montebourg n'ont pas une part de responsabilité. Juste 2 petites phrases qui ont été employées. Alors, malheureusement, on va être obligé de rendre l'antenne. Alors, on va rendre l'antenne, mais juste je vous pose la question, comment peut-on faire et dire, quand on est Benoît Hamon, le 7 novembre, c'est François Hollande sur Europe 1 qui est le plus légitime pour représenter les Français et pour aller à la primaire face à Valls, en réalité, alors que 10 jours après, il dit « je battrai François Hollande aux primaires ». Est-ce que vous ne contribuez pas directement à la cacophonie ? Vous nous répondrez dans quelques minutes ? Allez, restez avec nous, à tout de suite.